L'innocence et la simplicité apparente de Perfect Days caressent l'âme. Elles obligent à reconsidérer le monde, la manière de l'appréhender. Le film y arrive avec peu de dialogue, du moins dans sa première partie, car Hirayama, le protagoniste, est peu loquace. Il répond par des regards ou des onomatopées, jamais véritablement des phrases, avant un point pivot du film, mais on y reviendra. Hirayama s'isole dans une bulle, de sa propre confection. Il se réfugie dans un monde de principes, de discipline. Sa vie est bien rangée, tout y est millimétré. Ses habitudes toujours les mêmes sans un accroc, tout chez lui est figé. Des chansons sur des cassettes, des photographies dans des boîtes, des plantes dans des pots, toujours le même arbre dans son objectif. Emprisonné. Hirayama vit dans un cocon. Il en sort rarement, mais à chaque fois qu'il regarde le monde, les mondes autour, il le fait sans jugement, avec un regard neuf. Il admire la beauté dans son quotidien. Il mène une vie simple, un peu comme un moine citadin, le côté religieux en moi. Alors quand j'ai vu Hirayama, je me suis dit, c'est ça, c'est ce que je veux être. Cette existence, voilà à quoi j'aspire. Cet homme est parfait, il a tout compris. Bien sûr, j'avais tort. Ce film m'a aidé à comprendre qui je voulais être, mais Hirayama n'est pas parfait. Loin de là, et ce n'est pas un mal. C'est une leçon. Wim Wenders, dans sa réalisation du film, pousse à l'idéalisation de ce personnage aux antipodes du grandiose. Il semble avoir créé un héros, un homme qui dans sa vertu, dans son mode de vie, est supérieur aux autres. Pourtant, dans beaucoup de domaines, Hirayama tient plutôt du anti-héros. And I'm feeling good. Sur l'écran défile la photographie d'un instant dans la vie d'un homme, taciturne au demeurant, solitaire en dedans, invisible dans la foule. Il nettoie des toilettes, il dort sur le sol, il mange son déjeuner dans un parc, prend son dîner entouré d'ivrognes. C'est son quotidien, que le spectateur bizarrement idéalise. Hirayama semble détenir le secret du bonheur. Son métier, c'est de s'attaquer à la saleté. Et tout dans sa vie semble propre. Aucune pensée impure dans le crâne de Hirayama. Aucun mouvement de haine dans ses actes, aucun geste de travers. La caméra évite les taches, s'attarde sur la beauté du design des toilettes japonaises. Une chasse d'eau et ça repart. Les germes, elles, sont invisibles, ça nous empêche de les voir. Hirayama a l'air de passer son chiffon sur des bouts de porcelaine immaculée. Il ramasse des boules de papier blanche. Ce qui m'a frappé, c'est qu'il le fait sans gants. Et si Hirayama s'attarde trop longtemps sur un cabinet, alors la caméra l'abandonne, comme pour lui consacrer une sorte de pudeur. Elle s'enfuit et cherche l'extérieur des toilettes, ce qu'il est beau de capturer. Oui, la caméra évite de montrer ce qui est impropre, inesthétique. Le spectateur alors évite d'y penser. Voilà comme un accord tacite entre les réalisateurs et son public. Hirayama est un être de lumière, il ne connaît pas l'ombre, acceptez-le ainsi. Hirayama est parfait, 2 + 2 = 5. Hirayama ne connaît pas la tristesse, Hirayama sourit à ce qui l'entoure, il s'ouvre à l'étrangeté. L'ignorance, c'est le bonheur. Mais Hirayama pleurera à chaudes larmes dans la dernière scène, avec en fond une chanson, Feeling Good de Nina Simone. Incongruence entre les paroles de la chanson et la réaction physiologique de Hirayama. À un pas du générique. Birds in the sky, you know how I feel. Eh bien non, Hirayama, personne ne sait comment tu te sens réellement. Toi-même le sais-tu? Comment ne pas ressentir un arrière-goût d'amertume au visionnage de ce film, sans parfois s'en rendre compte? Cette dernière scène chamboule les certitudes du spectateur. Mais il y avait plusieurs indices, disséminés dans le film. Le premier qui me vient en tête, c'est l'interaction entre Hirayama et sa sœur, où elle lui reproche de n'être pas allé voir leur père souffrant d'Alzheimer. Aussi stoïque que soit Hirayama, plein de principes, il n'a pas eu le courage de s'infliger cette souffrance. Puis, il y a la carapace que Hirayama porte autour de ses semblables. Il se coupe du monde. Il y a la serveuse, la chanteuse, pour qui de toute évidence il ressent de l'amour, mais qu'il laisse presque filer entre les doigts, parce qu'il a peur. Hirayama est tétanisé. Sa vie, son quotidien réglé à la minute, est un cocon. C'est bien un cocon, rien de mal, mais pour qu'il fonctionne, pour prendre son envol, il faut pouvoir en sortir. Tous les jours, Hirayama photographie le même arbre, immobile sur ses racines. Il en a rempli toute une armoire. Cet arbre passe par les saisons, il perd ses feuilles et se renouvelle. Pourtant, dans son essence, il est toujours le même, toujours pareil sur les photos d'Hirayama. Il n'y a qu'à un instant que ces dernières changent, qu'un nouvel élément apparaît. Nico, comme la chanteuse de The Velvet Underground, groupe auquel Lou Reed appartient.
Lou Reed qui bien sûr a composé la chanson Perfect Day, hymne du film. Nico, avec un K, c'est la nièce de Hirayama. Elle nous rappelle qu'il y a un monde au-delà de celui qu'on nous montre. Et Nico arrive un peu comme pour trahir la caméra, nous montrer autre chose. Car Nico est avant tout une rencontre, entre un oncle et sa nièce, entre deux générations, entre notre protagoniste et quelqu'un d'extérieur à sa bulle. L'occasion d'introduire des dialogues, d'en connaître plus sur la vision de Hirayama. Il partage qu'il y a dans notre monde plusieurs mondes et que ces mondes ne se rencontrent pas tous. Le monde de Hirayama est un bocal, avec une vitre sur les autres mondes. Mais cette vitre se fissure, elle se brise au fil des rencontres. Ce protagoniste évolue de cette façon, son personnage se développe à l'aide d'interactions, à la fois pour lui-même et pour le spectateur. There is a house in New Orleans. They call the rising sun. Hirayama travaille en binôme, mais quand on le voit pour la première fois, il est seul à nettoyer ses toilettes, si bien qu'il ne dit pas un mot. La réalisation est contemplative. Rien ne perturbe vraiment Hirayama, qui s'arrête dans son travail quand quelqu'un doit utiliser les toilettes qu'il lave. C'est comme si aux autres il était invisible, au point où on urine à quelques centimètres de son visage. Il fait partie du décor. Sa tâche monotone, il s'y consacre corps et âme, comme un peintre qui achèverait son magnum opus. On peut véritablement assimiler son ouvrage à de l'art. La beauté des toilettes nous y aide. Il y a un peu de competency porn, quelque chose de satisfaisant. À ce moment, quelque chose devrait nous frapper. Hirayama, qui investit un lieu public, n'interagit pourtant avec personne. Le seul homme qui attire son attention se distingue de la masse. C'est le SDF qui danse, seul, étrange. Hirayama ne va jamais le voir. C'est un rêveur, un spectateur. Il contemple, mais il n'agit pas. Lui n'oserait jamais danser, risquer de se rendre ridicule en pleine rue. Il ne voudrait pas attirer l'attention. En décrivant Hirayama, sans faux semblant, sans ornement, il est facile de dresser le portrait d'un lâche, tout simplement. Mais le film le peint comme un ermite, un sage. C'est un peu ce qu'il est, sauf qu'un sage partage son savoir, ce que ne fait pas Hirayama, pas au départ. Son personnage évolue dans le partage, dans l'échange. Si Hirayama n'est pas le même à la fin du film, ce n'est pas grâce à son monde de vie millimétré, c'est plutôt grâce aux rencontres imprévues. Par le biais de sa nièce, des amis de son collègue, de deux personnes dans un bar, en bref, tout ce qu'il n'a pas pu prédire. Et c'est évident, rien qu'en le regardant, que la quête de savoir, d'amélioration de soi, n'est pas une finalité. C'est un moyen pour évoluer dans le monde, le rendre meilleur, et ce monde, chez l'être humain, est un monde social, au moins en partie. Hirayama s'est coupé de toute interaction profonde, peut-être par choix, peut-être à cause de son passé, de sa sensibilité. Toujours est-il que ces jours parfaits, il les vit en compagnie de différents personnages. Et s'ils sont parfaits, c'est grâce à cette compagnie. Dans sa chanson, Lou Reed chante « Un jour parfait, je suis content de l'avoir passé avec toi ». Et ce qu'il est intéressant de constater aussi, c'est que la parole se libère chez Hirayama. Ses premiers échanges, auxquels on peut assister, sont muets. Hirayama parle au travers de ses cassettes, il parle au travers de ses livres, d'une certaine mesure de ses photographies. En arrivant comme un cheveu sur la soupe, Nico délira sa langue et ses pensées, appuyant le fait que Hirayama avait été à l'arrêt tout ce temps, que le monde est parti sans lui. Il ne connaît pas Spotify, il ne sait pas ce que c'est. Nico a nettoyé un rouage, sa rencontre a bouleversé la vie rangée de son On voit Hirayama quand il se lève le matin, quand il se couche le soir, ce qui donne l'impression de jours qui se succèdent et donne au titre du film tout son sens. Chaque jour, de nouveaux éléments apparaissent. Les routines de Hirayama changent. Il se met à jouer au morpion avec un inconnu, plutôt que de jeter le bout de papier dans sa corbeille. Et tout culmine au dernier jour, un jour imparfait, où rien ne s'est passé comme prévu, ne s'est passé comme d'habitude. Voyez-vous, Hirayama s'était pris d'une serveuse, aussi chanteuse, dans un restaurant qu'il visite régulièrement. Cet amour, il le garde secret. Il a peur de le partager. Et alors qu'il se rend au restaurant, il tombe sur la vision de cette femme dans les bras d'un autre homme. Son monde s'écroule. Pour la première fois, on observe autre chose que du stoïcisme chez Hirayama. Il est triste. En conséquence, il abandonne sa vie saine et bien rangée.
Il achète des bières et un paquet de cigarettes, de manière un peu puérile. Il cherche la transgression, comme le ferait un enfant ou un adolescent. Il tousse en fumant, c'est donc peut-être la première fois qu'il le fait. Alors, il rencontre l'homme qu'il avait pris pour l'amant de l'objet de son cœur. Ce n'était pas son amant, mais son ex-mari, atteint d'un cancer et qui, en rencontrant Hirayama, lui donne d'une certaine manière une transmission, une approbation. Auprès de cet homme, Hirayama découvre le lâcher-prise. Il joue à des jeux d'enfants, il boit des bières. Il semble rattraper une époque que peut-être il n'a jamais vécue. Car peut-être a-t-il grandi trop vite. Mais tout cela n'est que spéculation. Hirayama alors partage une discussion avec un homme qui vit ses derniers instants. Voilà qui achève sa transformation. Il semble décidé à vivre sa vie différemment, à s'autoriser plus de liberté, à s'ouvrir aux autres. En rentrant de cette soirée, il écoute le standard de Nina Simone, Feeling Good. Tour à tour, il sourit et il pleure. Et le film s'arrête sur cette scène, avec le soleil qui se lève. J'y vois de la joie et j'y vois de l'amertume. J'y vois la vie sous tous ses aspects. J'y vois un être humain. Tout le monde est libre d'y voir ce qu'il souhaite, selon ce qu'il a compris du film et de ce protagoniste aux allures d'anti-héros. En détaillant l'inertie et l'idée de la perfection, Perfect Days fait l'éloge du changement et du lâcher-prise. Je me rappelle de cette scène où un vieil homme, face à un terrain en construction, demande à Hirayama ce qu'il s'y était trouvé avant. Aucun des deux n'a la réponse. Le monde change, la vie passe, sans nous demander notre avis. C'est un fait. Le changement est neutre en lui-même. Il est souhaitable en soi-même quand il amène à une évolution. À la fin du film, pour la suite, on peut imaginer Hirayama avec le même mode de vie, mais avec le courage de demander la femme de ses rêves en mariage, un jour, de retourner voir son père, de faire la paix avec sa sœur, de fuir l'évitement et d'accepter l'incertitude. Mais ce n'est que mon interprétation.